l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Allô ma petite tige de brocoli, c'est Vincent et aujourd'hui je te fais mon Quad 9 Vince du mois de mars 2019. Dans cette vidéo, eh bien c'est très simple, je vais t'expliquer, je vais pas t'expliquer mais je vais te décrire les différentes expériences de jeu que j'ai vécues pendant le mois de mars. Et laissez-moi vous dire qu'il y en avait énormément. D'ailleurs, la vidéo peut paraître longue, mais ne vous inquiétez pas parce que si vous voulez voir la liste de jeux ainsi que les moments précis auxquels j'en parle, ben dans la description, vous aurez des timestamps, des marqueurs de temps qui vous permettront de pouvoir vous diriger directement à l'un des jeux qui vous intéresse. Et lors de la fin de la vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ma vie personnelle parce que comme vous pouvez le constater présentement, ma bibliothèque est vide, mis à part pour un jeu que j'ai joué. Mais autrement, j'ai beaucoup de choses qui se sont déroulées dans le mois de mars par rapport à mon vécu personnel. Donc, je vais te partager ça à la fin de la vidéo. Et sans plus attendre, on commence avec un jeu. Et ce jeu, c'est Aeon's End Legacy. Alors, j'ai terminé la campagne de Aeon's End ce mois-ci. Et laissez-moi vous dire que j'ai grandement apprécié l'expérience de jeu. Premièrement, c'est tout le temps le fun de se relancer dans Aeon's End. Et surtout, c'est intéressant de voir l'évolution qui se passe à travers les différentes parties. D'ailleurs, à la fin de Aeon's End Legacy, on est capable de pouvoir avoir accès aux différentes cartes qu'on a débloquées, puis on peut les ajouter dans le jeu de base. Et les règlements vont nous dire, ben tu sais, si tu veux par exemple avoir une partie plus difficile, ben ces cartes-là sont un peu moins fortes que celles-ci. Si tu veux avoir une partie plus facile, ben tu peux utiliser ces cartes-là qui sont plus fortes qu'à l'habitude. Et dans tous les cas, on a un mage qui est construit de A à Z selon notre désir, selon ce qu'on voulait faire pendant la partie. Et on peut l'utiliser selon notre bon désir. On peut utiliser certains bonus, certains pouvoirs. On peut décider de ne pas utiliser ces pouvoirs-là, tout simplement pour être capable d'alléger la partie ou au contraire de rendre le tout plus difficile. Bref, il y a vraiment un bel ajout qui s'est créé dans Aeon's End grâce à ce jeu-là. C'est d'ailleurs probablement ma meilleure expérience jusqu'à maintenant. Pour ce qui est des jeux de type Legacy, j'en ai pas fait une tonne et quart, je n'ai pas joué à tous les jeux Legacy qui sont sortis depuis dans le fond, Risk Legacy, mais je peux définitivement dire que Aeon's End Legacy jusqu'à maintenant est mon favori et je serais peut-être prêt à y rejouer. Bref, je verrai qu'est-ce qui se passe, mais surtout le gros problème, c'est que présentement, il y a trop de jeux, il y a beaucoup de jeux qui sortent et il y en a d'autres que j'aimerais prioriser avant de me relancer une campagne de Aeon's End Legacy. Mais tout de même, je pense que la boîte en général en vaut vraiment le coup. Sérieusement, si vous aimez Aeon's End, allez vous chercher Aeon's End Legacy, vous ne serez pas déçus. Si vous n'aimez pas Aeon's End, ça me surprendrait que Aeon's End Legacy vous fasse changer d'avis. Mais pourquoi ne pas essayer une campagne avec vos amis? Puis si tu n'as pas essayé le jeu, je pense que le Aeon's End Legacy est vraiment bien structuré pour être capable d'offrir aux nouveaux joueurs une expérience ultime et surtout de voir l'évolution à travers laquelle tu passes. Bref, je vous laisse vérifier le tout c'est à votre guise. Donc voilà. J'ai eu la chance ce mois-ci de rencontrer Raphaël de Etu Game à plusieurs reprises et il m'a fait essayer différents jeux qu'il a ramenés de Cannes et d'autres jeux qu'il avait auparavant et que je n'avais pas encore essayé. Et un d'entre eux, c'est Arrival, qui est un genre de festivité portugaise, qui est une petite rue, pas un quadrilatère, mais une genre de fiche personnelle qui est en quadrillé. Et le but, c'est un genre de Tetris, mais en bon québécois, de mange-marde. Parce que tu peux décider de récupérer des pièces qui vont pouvoir fonctionner en ta faveur ou au contraire, qui vont mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Et c'est ce que Raphaël se plaisait à faire pendant la partie. Mais c'est un jeu que j'ai vraiment trouvé cool, j'ai vraiment aimé ça, malgré
sa simplicité, on avait l'impression que le côté un peu polyomino était vraiment présent. Puis c'est toujours le fun, ce genre de jeu-là, malgré toutes les petites twists autour. Le polyomino, j'aime beaucoup ça à la Patchwork ou encore Feast for Odin. Bref, différents jeux comme ceux-ci. Ça m'interpelle, je sais pas pourquoi. Mais bon, probablement parce que j'étais un fan de Tetris quand j'étais jeune. On a joué aussi à Big Monster. Et Big Monster, je dois avouer que j'ai été grandement surpris, agréablement surpris de cette petite boîte-là. Big Monster, c'est pas encore disponible ici au Québec, je crois, mais c'est un jeu à surveiller parce que c'est un genre de King Domino, mais version 2.0, un peu plus gamer, où est-ce que, au lieu d'avoir, dans le fond, une manière typique de scorer régulière, à la limite routinière après quelques parties, eh bien, dans Big Monster, on a l'opportunité d'avoir plusieurs manières de faire des points. Et c'est ça qui est le fun, c'est vraiment la pléthore de différentes possibilités de comment est-ce que je vais pouvoir scorer les trucs. Et dans nos parties, ben, je pensais à un moment donné que Raphaël allait me casser les dents solides. Et finalement, j'ai remporté ma partie, puis j'ai été vraiment surpris de voir à quel point qu'il y a une diversité dans la manière de faire nos points. Et c'est encore une fois un truc de polyomino où est-ce qu'on a une petite tuile et on va la placer dans notre secteur. Il n'y a pas de restriction au niveau du placement, mais on a avantage à maximiser le potentiel de chacune des tuiles parce que celles-ci vont nous rapporter des points. Et la thématique, grosso modo, c'est qu'on est sur une planète et on va aller découvrir les différentes espèces sur celle-ci. Donc, le artwork est vraiment, vraiment cool. Il est vraiment sweet. Superbe jeu avec une petite portion de take that, là, où est-ce qu'on va aller chercher les tuiles que nos adversaires ont besoin à 2 joueurs, mais à 3 puis à 4 joueurs, à 5 et à 6 joueurs, parce que ça joue jusqu'à 6 joueurs. Ce qui devient intéressant, c'est qu'on a un draft. Et le draft, ben, c'est simple, on va avoir un certain nombre de tuiles en main et on va en choisir une et on donnera le reste des tuiles, non pas à la personne à notre gauche ni à notre droite, mais bien à la personne que l'on désire autour de la table. Donc, on a un aspect où est-ce qu'on a un aspect de course où est-ce qu'on veut choisir le plus rapidement possible notre tuile. Donc là, on va la prendre, on va la mettre sur notre petit vaisseau et là, on va le donner à la personne que l'on choisit. Et cette personne-là, ben souvent, tu veux donner les tuiles les moins bonnes à un joueur qui n'a pas besoin de ces tuiles-là ou qui n'est pas avancé dans ce type de scoring-là. Donc là, lui, ça l'empêche de pouvoir aller chercher les tuiles qu'il aurait véritablement besoin. Donc j'aimerais ça l'essayer à 3, 4, 5, 6 joueurs pour vivre cette expérience-là. Bref, un superbe jeu qui arrive, Big Monsters, ce sera à surveiller pour ma part. On continue avec Call to Adventure, un jeu que mon cousin avait kickstarté, c'était son premier Kickstarter, il était bien excité de nous montrer ça et on a joué et j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est pas un jeu de stratégie à la base, c'est pas un jeu qui va nous permettre d'être flabbergasté au niveau mécanique, mais tout d'abord, il faut reconnaître que le jeu est vraiment, vraiment beau. Les différents types d'œuvres d'art ont été faites par différentes personnes. Il y a vraiment un soin qui a été pris au niveau esthétique. D'ailleurs, on a accès à des runes. Bref, c'est du 50-50% de chance. Donc, 50% de chance de réussir une rune ou de ne pas réussir une rune. Bref, vraiment là, un très, très beau jeu. Et au niveau mécanique, il n'y a rien de particulier, mais au niveau thématique, ce qui devient intéressant, c'est vraiment le tableau building que l'on crée autour de notre personnage. Donc, on veut donner vie à un personnage en question. On veut lui offrir l'opportunité de devenir vivant et d'être capable de créer une histoire. Et je pense que c'est ça la plus grande force de ce jeu-là, c'est de se concentrer sur l'histoire que l'on crée, non pas de se concentrer sur le nombre de points de victoire que l'on va faire à la fin de la partie, parce qu'au final, si on cherche juste à aller gagner, ben malheureusement, ça risque d'être un petit peu décevant comme jeu, parce que comme j'ai dit, niveau mécanique, il n'y a pas grand-chose. Mais si on se concentre sur créer une histoire et s'embarquer, s'immerser dans l'expérience thématique, alors à ce moment-là, je pense qu'on va avoir une belle trame narrative qui va se construire autour de ce jeu-là. Donc, si vous n'êtes pas très intéressé par ce côté-là, peut-être que ce n'est pas un jeu pour vous, ça je vous l'accorde. Mais dans tous les cas, si ça vous tente d'avoir un jeu qui est superbe et qu'il est facile de se raconter une histoire, probablement que vous apprécieriez votre expérience avec Call to Adventures. On continue avec Chronicles of Crime et j'ai fait un deuxième scénario.
Je vais être honnête, j'étais pas certain au départ. Comme dans le top 2018 que l'on a fait, j'avais indiqué que j'étais plus ou moins certain de l'utilisation de l'application à tout moment, puis à 80% du jeu. Et finalement, je réalise à quel point que c'est pas une gimmick, c'est pas une gamique, mais il y a vraiment de quoi d'intéressant parce que avec le code barre, si on fait passer un code barre dans l'application à un moment X ou à un moment Y, il va y avoir deux situations complètement différentes qui vont se présenter et on n'aurait pas pu avoir ça si on n'avait pas eu l'application. Et c'est là que vraiment le jeu vient shiner, vient briller parce que wow, que c'est vraiment vraiment cool. Je me suis pris, je me suis perdu au jeu et je pense que la plus belle opportunité de s'immerser dans ce jeu-là, c'est vraiment grâce aux espèces d'archétypes que le jeu te présente. Donc, on te présente pas nécessairement un personnage, mais vraiment une image, un dessin d'un personnage en question. Et on peut vraiment s'imaginer le personnage selon la situation. On a des quartiers que l'on peut se représenter, tu sais, comme quand on va dans le quartier, le centre-ville, qu'il y a les bars et que là, il faut aller dans un bar et là, rencontrer des gens qui jouent au poker dans le fond de la salle. On peut vraiment, vraiment se l'imaginer et ça, grâce, j'ai l'impression, aux dessins et aux images, puis aux espèces de clichés que l'on va proposer dans le jeu. Et ça fonctionne à merveille. Et surtout, bon, quand on lit de quoi avec l'application, si c'est un vieil homme qui nous parle, puis qu'on a l'image devant soi, ben, ça nous permet vraiment de relier ce qui est dit à la voix, au contexte, aux manières de ce personnage-là, alors que si c'est un enfant, ben, on est capable de le faire aussi grâce aux cartes. Bref, vraiment, vraiment, là, j'ai été étonné et j'ai envie de me procurer les autres boîtes. J'ai envie de me perdre dans ce jeu-là. J'ai joué au petit dernier de Days of Wonder, une petite boîte de rien du tout qui se nomme Corinthe ou Corinth en anglais. Corinthe, grosso modo, c'est le Roll and Write de Days of Wonder, qui est d'ailleurs, ma foi, très sympathique, vraiment le fun. Il y a une belle mécanique qui est intéressante autour du jeu, c'est bien enrobé, c'est bien enveloppé, mais malheureusement, j'ai l'impression que ce jeu-là arrive trop tard dans la game, dans le sens où est-ce que on a plein de roll and write, on a plein de jeux qui nous proposent cette mécanique-là et malheureusement, ben Corinne, j'ai l'impression qu'il va passer un petit peu sous le radar en bon québécois dans le beurre parce qu'il arrive trop tard. Il est vraiment arrivé trop tard, puis tu joues à ça, tu te dis, ben, tu sais, c'est sympathique, c'est le fun, mais il n'y a rien qui bat tel autre jeu qui a été fait avant ou tel autre jeu qui a été fait. J'ai déjà mon roll and write. C'est comme, j'ai l'impression qu'on a un peu cette attitude-là par rapport à ce jeu-là. Bref, ça a été un peu mon approche par rapport à ça. Mais j'ai vraiment, vraiment apprécié, somme toute. Mais malheureusement, elle ne renouvelle pas le style, je dirais. Donc, malheureusement, je ne peux pas nécessairement recommander Corinthe de tout cœur. Mais c'est un bon jeu. C'est un bon jeu si tu aimes les roll and write. Faut pas t'inquiéter. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Un jeu que j'avais vu passer à SN, le dernier SN de 2018, et ce jeu-là se nomme Cosmic Factory. Avant, il s'appelait Chaos Moss, et Kane Klenko est l'auteur derrière Fuse, derrière d'autres jeux que j'ai pas trop en mémoire, mais c'est quand même un auteur qui est bien réputé dans le milieu. Excusez, j'ai un cheveu. Mais c'est vraiment le fun comme jeu Cosmic Factory parce qu'on a un peu, comme Sylvain le dirait, un Kingdom No sur le speed. Mais moi, j'aime mieux dire que Cosmic Factory a sa propre personnalité parce que c'est un jeu qui est vraiment simple, avec une mécanique de draft assez simplet. Mais ce qui vient vraiment changer le jeu, la donne, ce sont les cartes que l'on pige à chaque tour. Donc, tu peux piger une carte qui va te dire, le score que tu vas faire, ça va être le score pour ton adversaire à gauche. Ou encore, les astéroïdes que tu vas compter ce tour-ci, tu vas les compter à l'envers, c'est-à-dire que tu ne compteras pas le plus long chemin, tu vas compter les différents chemins que tu possèdes. Et ça fait en sorte que le jeu prend vraiment un élan et devient vivant. On a l'opportunité de focuser sur différentes choses. Et il y a quand même quasiment, je pense qu'il y a une trentaine de cartes et on en utilise que 5 à chaque partie. Donc on a vraiment une espèce de renouveau à ce niveau-là. C'est pas un jeu qui va nous jeter à terre, mais pour le temps que ça dure, c'est environ une vingtaine de
de minutes. Il est vraiment le fun à sortir et on a un petit stress de OK, il faut que je place mes tuiles, il faut se dépêcher. Le matériel est sublime et surtout, on a vraiment un beau petit jeu qui est devant soi puis qui va permettre d'être joué par pas mal tout le monde. Bref, contrairement à Corinthe, où est-ce que je trouve que, bon, tu sais, on l'a déjà vu auparavant, celui-là est assez rafraîchissant pour que je puisse le présenter à mes parents, qu'ils puissent avoir du fun et que moi aussi je puisse en avoir du même coup. Et le gros scoop qui s'en vient, j'ai eu l'opportunité de jouer avec Christian, mes propriétaires du Scorpion masqué à Decrypto ainsi que l'extension. Là, je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois dire sur l'extension Laser Drive, mais je vais essayer d'être le moins informatif possible. Mais grosso modo, ce qu'on sait déjà, c'est que c'est une extension qui va nous permettre de rajouter une contrainte lorsqu'on donne nos indices à Decrypto. Parce que Decrypto, c'est un genre de codename où est-ce qu'on va avoir un joueur qui a un code qui est numéroté entre 1 et 4 et chacun des numéros correspond à des mots que ton équipe possède et donc il faut que tu donnes un indice relié à ces mots-là. Le problème, c'est qu'il faut que tu sois assez subtil pour que l'autre équipe ne commence pas à long terme à découvrir ce serait quoi le mot potentiel que tu aurais. Mais pas trop parce que si tu es trop subtil puis pas assez clair dans ce que tu donnes, ben ton équipe risque de manquer le code, ce qui va faire en sorte que tu peux être proche de perdre. Et Laser Drive te dit, ben maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'au minimum, si tu te rends ici, il va falloir que tu donnes un indice sur une catégorie quelconque. Donc, une catégorie, par exemple, de film. Donc là, il va falloir qu'un de tes 3 indices corresponde à un film. Et si tu fais les 3 indices correspondant à un film, eh bien, tu auras un nouveau jeton qui est un jeton laser. Et au bout d'un certain nombre de jetons, tu pourras essayer de deviner le code de l'équipe adverse, un des mots codes de l'équipe adverse, ce qui te permettra de pouvoir obtenir un jeton de victoire. Et quand tu en as 2, évidemment, on gagne la partie. Bref, vraiment cool comme extension et ça rafraîchit le jeu. Et je dirais aussi que parfois, ça facilite un petit peu la tâche même de donner des liens comme ça. Comme si tout le monde s'entend que tes indices vont être en lien avec des formes géométriques, bien à ce moment-là, on peut y aller vraiment avec 3 formes géométriques et ça risque d'être plus facile que de simplement sortir 3 indices vraiment out of the blue, complètement au hasard, sortis directement de ta tête. Donc, on se casse un petit peu moins la tête à certains égards, mais ça dépend toujours de la catégorie qui sort. Et c'est ça qui est le fun, c'est qu'on rajoute une contrainte qui peut être une contrainte, mais qui peut être aussi une porte de sortie si tu as plus ou moins d'idées sur quoi dire les prochains rounds. Bref, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Si vous ne connaissez pas Decrypto, un superbe jeu, vraiment, vraiment extraordinaire, qui a malheureusement pas eu assez d'attention, même si ça s'est vendu comme des petits pains. Je trouve que ce jeu-là aurait mérité d'avoir une place facile dans un top 10. Moi, il est dans mon top 10 de 2018. Je trouve que c'est génial comme jeu. Si vous n'avez pas l'opportunité d'aller de voir qu'est-ce que c'est, j'ai fait une critique sur ce jeu-là. Allez voir la critique. Bref, vraiment, là, informez-vous parce que c'est vraiment un jeu qui mérite plein d'attention et plein d'amour. Le prochain jeu est un autre Roll and Write que j'ai joué. Et encore une fois, pourquoi est-ce que je m'attarderais à un Roll and Write? Eh bien, c'est parce que Raphaël en avait un qui se nomme Doodle Island. Et Doodle Island est passé complètement en dessous du radar. Mais celui-là, je trouve qu'il renouvelle un petit peu l'expérience et qu'il rafraîchit le tout. Parce que on a comme un genre de Roll and Write où est-ce qu'on roule des dés. Oui, on va sélectionner certains dés. Mais on va avoir des coordonnées, donc on a une espèce de concept de carte de pirate et on va dessiner des lignes. Et les lignes qu'on va dessiner vont être selon des correspondances avec les dés. Donc, par exemple, on a un dé noir qui va nous dire, par exemple, quel secteur de façon verticale. Et ensuite de ça, on va choisir la ligne, donc à l'horizontale avec un dé blanc. Et là, on va pouvoir faire une ligne pour diriger notre direction de notre bateau à différents endroits. Et là, on va pouvoir scorer des points de différentes manières. Et celui-là, j'ai vraiment trouvé qu'il était le fun parce qu'on a le sentiment vraiment d'avoir une carte de pirate. Je ne sais pas pourquoi le thème est ressorti énormément et aussi
L'esthétique est vraiment cool. On a vraiment un très très beau jeu sur la table. Puis il est le fun, il est facile à jouer. Une fois que tu comprends les règles, parce qu'au départ, c'est un petit peu rushant en bon québécois parce que tu es là, puis tu te dis, ok, je suis pas certain, parce que vraiment, là, ça sort un petit peu des sentiers battus au niveau mécanique. Mais là, une fois que tu commences à comprendre, là, on commence à être à l'aise et là, on embarque dans ce que le jeu nous offre et c'est vraiment, vraiment le fun comme petit jeu. Et j'espère vraiment qu'il va être disponible ici au Québec et j'espère surtout que les gens vont donner une chance à ce Roll and Write-là parce qu'il en mérite vraiment le détour. Je vous le recommande très, très, très chaudement. Autrement, on a aussi joué, moi et Raphaël, à Draftosaurus. Draftosaurus qui est le nouveau un genre de colloque de plein d'auteurs, dont Antoine Boza, Théo Rivière, Ludovic Maublanc. C'est vraiment un jeu. Il avait joué grosso modo, l'histoire derrière le jeu, c'est que les gars, ils se sont assis devant un jeu avec des dinosaures. Puis ils trouvaient que le jeu avait de l'air que, c'est ça, c'est correct. Mais ils se sont dit, nous autres, on va créer un jeu de dinosaures. Puis on va faire en sorte que la forme des dinosaures soit importante. Alors là, les gars, ils se sont assis devant un jeu et en dedans de 3 jours, c'est même pas une blague, ils avaient signé le jeu avec, je pense c'est... Bref, ils ont signé le jeu en 3 jours et je dois avouer que c'est vraiment le fun. Si vous voulez un jeu qui renouvelle le côté draft, un peu à la Seven Wonders, je pense que Draftosaurus, c'est votre porte d'entrée. Vraiment, c'est cool parce que tu draftes premièrement juste le côté tactile de la chose, que tu draftes pas des cartes, mais tu draftes des petits dinosaures que là tu vas prendre, puis tu vas choisir un dinosaure que tu vas mettre dans ton parc. Et là, quand tu prends le dinosaure et tu le mets dans ton parc, eh bien, tu vas devoir décider l'endroit où tu le places, où tu vas avoir une restriction par rapport au placement. Mais bref, quand tu le places, à la fin, tu vas scorer des points si tu l'as placé à des endroits plus stratégiques, plus bénéfiques. Et les autres dinosaures, ben, tu les donnes aux joueurs à ta droite. Mais ce que tu as sur ton plateau, ben, c'est ça qui va te scorer des points. Et des fois, tu peux être étonné de faire « Aïe, ok, je score des points pour toute cette partie de dinosaures-là qui se sont procréés ensemble. » Alors que d'autres fois, tu es comme « Hey, je pensais avoir le dessus, mais finalement, j'en ai pas ben. » Mais surtout, la règle qui est la plus cool, tous les Tyrannosaurus Rex valent 1 point chacun, peu importe où tu les mets. Fait que là, tu es comme, je veux un Tyrannosaurus Rex, mais en même temps, j'ai besoin d'un Vélociraptor ou d'un long cou, je sais pas quel prendre. Bref, il y a vraiment, vraiment une belle dynamique qui se crée autour de ce jeu-là. Probablement que ce serait un jeu que je me procurerais et que j'aimerais ça réessayer à multiples reprises. Super facile à expliquer, vraiment le fun encore une fois. Très très bon jeu, très cool. Draftosaurus qui s'en vient bientôt. À l'école du jeu, des fois, on a des opportunités en or. Et une des opportunités que l'on a eues, c'est d'avoir une copie de Nagaraja fraîchement sortie de Cannes. Nagaraja de Bruno Catala et Théo Rivière. J'en ai parlé d'ailleurs avec Bruno Catala dans une discussion que j'ai eu, une entrevue avec lui que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps. Si ça vous intéresse d'aller voir ça, ça vaut vraiment le détour. On a une belle entrevue dans les 30 premières minutes et ensuite les 30 minutes d'après, on discute d'un sujet donné. Et on a vraiment parlé en fond, en comble de Nagaraja. Et quand j'ai essayé ce jeu-là, au départ, je me disais... j'avais pas d'attente, je savais pas à quoi m'attendre, j'avais pas lu sur le jeu. Puis Bruno, écoute, il en sort beaucoup de jeux et des fois, ces jeux viennent me rejoindre, il y en a d'autres qu'un petit peu moins. Et des fois, ces jeux plus familiaux, peut-être c'est moins dans ma branche personnelle. Et Nagaraja, quand il est sorti et que j'ai commencé à jouer, je suis vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. C'est tellement le fun comme jeu, c'est super simple, c'est super rapide. Et c'est un take-that comme on ne l'a pas vu auparavant, avec des dés que l'on va rouler, mais des dés, c'est comme des bâtonnets. Bref, ça fait partie de la thématique. On a des cartes aussi que l'on va jouer, soit pour rouler des dés ou encore pour leurs effets par rapport à un symbole que l'on peut lancer, qu'on peut rouler sur ces bâtonnets-là. Et vraiment, là, on a un aspect de take-that qui est vraiment, vraiment dans ta face, qui peut être vraiment chien. Mais en même temps, c'est un peu à ton propre détriment d'être trop dans ta face parce que faut vraiment que tu gères tes cartes. Et il y a vraiment plein d'aspects à considérer dans ce jeu-là. Et oui, il y a un hasard qui est là à cause des cartes, à cause des bâtonnets, les dés que l'on roule.
Mais c'est un hasard qui est raisonné comme Bruno l'a dit et je suis entièrement d'accord avec lui. Vraiment, là, un méchant gros coup de cœur pour moi. J'ai hâte d'y rejouer, j'ai hâte de le montrer à différentes personnes. Vraiment, là, un excellent jeu Nagaraja, là. Pour vrai, vraiment, très très beau succès. Il y a une critique qui s'en vient très bientôt, je vous le garantis. Comme JP a dit dans son Quad 9, moi, lui et Sylvain se sont rencontrés, nous nous sommes rencontrés chez Sylvain pour faire une vidéo ensemble, passer la journée ensemble et on a joué à plusieurs jeux, dont Neom. Et je dirais que pour moi, Neom est un peu un... C'est pas un flop, mais je suis vraiment pas en amour avec ce jeu-là. Premièrement, il y a énormément d'iconographie qui est un petit peu difficile à lire. Deuxièmement, la structure du plateau, je la trouve très alambiquée. Je trouve ça difficile de construire tes choses. Pas que c'est compliqué, mais je trouve que on se casse la tête pour avoir si peu de résultats. Je sais pas, j'ai comme... Tu sais, c'est bon, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a d'autres jeux qui font la même job que ça. Puis c'est un jeu de draft, un peu à Seven Wonders, encore une fois. Il y en a tellement qui sortent. Puis j'ai l'impression que j'ai joué à plusieurs bons jeux de draft ce mois-ci, dont Cosmic Factory, Draftosaurus et l'autre Big Monster. J'ai tellement joué à des bons jeux de draft que celui-là est vraiment passé dans le beurre pour moi. Puis j'ai comme pas tant trippé. Parce que, je sais pas, je trouvais pas qu'il renouvelait l'affaire. Mais tu sais, je serais pas en train de vomir si on me disait, ben on joue à Neom. J'y rejouerais, mais je pense pas que j'aurais autant de plaisir que j'en aurais des autres jeux que je viens de mentionner. Bref, écoute, ça se peut que vous appréciez si vous êtes tanné de Seven Wonders. Je pense que Neon est une belle porte de sortie pour être capable de faire oh, ok, tu sais, c'est cool, on a du fun, tu sais, il y a de quoi de très Seven Wonders-esque. Mais au final, moi, je me suis pas tanné encore de Seven Wonders. Et ben, tu sais, les jeux de draft, il y en a tout plein. Fait que pourquoi choisir lui si j'ai préféré d'autres? Bref, je sais pas. Il y a comme de quoi qui m'a pas accroché. Puis on va passer à l'autre jeu. J'ai eu l'opportunité aussi de jouer à Once Upon a Castle, qui est au Mont Château. J'avais joué au prototype de Ludovic Maublanc pendant une soirée de jeu qu'il y a eu dans le mois de mars ou avril passé. Et là, il vient de sortir chez Blue Orange, je crois. Et c'est vraiment un roll and write, le fun, très accessible, très facile à comprendre, qui serait probablement le bon roll and write d'entrée pour la famille, pour les enfants. Parce que premièrement, la thématique est super bien représentée. On ne écrit pas quoi que ce soit, on ne coche rien. On va cocher, oui, mais on va dessiner notre château. Donc ça, déjà là, à la base, c'est intéressant pour les enfants de dessiner son château. On a aussi des cartes qui sont super bien représentées. C'est des beaux petits dessins qui ont de l'air un petit peu enfantins, mais qui en même temps nous proposent un imaginaire. C'est un peu à la manière de Paper Mario, si vous connaissez la référence. Mais j'ai beaucoup aimé ça quand même, somme toute. C'est vraiment un jeu qui est accessible, facile d'accès. Et surtout, la petite particularité de dessiner son château, ça vient rendre le jeu intéressant et plutôt rafraîchissant, je dirais. C'est pas le genre de truc que je m'achèterais ou que je jouerais à chaque fin de semaine. Mais je pense que c'est un bon, comme j'ai dit, une bonne introduction au roll and write pour les enfants. Et ce, grâce à la thématique. J'ai aussi joué à Planet, qui est de Blue Orange, où est-ce qu'on a notre petite planète, où est-ce qu'on va placer des hexagones sur chacune d'entre elles. Et là, il faut essayer de patenter notre truc pour être capable de scorer des points, aller chercher des cartes. Et j'ai trouvé le tout était le fun. J'ai pas tant aimé la partie faire des points du jeu. J'ai pas tant trippé. J'ai pas trouvé que c'était très ingénieux, que c'était bien pensé, pour être honnête. J'ai trouvé que c'était très monotone. Mais j'ai aimé jouer avec ta planète. Puis d'installer des tuiles qui sont aimantées. Ça m'a fait vraiment triper le côté tactile. Puis j'aurais aimé ça qu'on expérimente quelque chose de différent, plus que juste, ben tu vas scorer des points si, admettons, tu as une tuile avec plusieurs espaces verts qui se collent ou qui se collent pas. Ça devenait très juste, ben je place ça pour placer ça. Il n'y avait pas d'envie. J'avais pas le feeling que je choisissais une tuile puis je disais comme, je place ça parce que
j'ai envie de faire ça. Je la plaçais par nécessité de scorer des points d'avantage. Et ça, je trouve ça plate quand un jeu te demande de faire ça. J'ai envie qu'un jeu me dise, tu veux faire ça, fais-le. Est-ce que ça va te rapporter des points? Probablement. Est-ce que tu ferais d'autres choses, ça te rapporterait autant de points ou un peu plus? Peut-être. Mais au final, je veux faire ça. Puis, that's it, that's all. Alors que dans Planet, j'avais l'impression que tu y allais vraiment selon qu'est-ce qu'il allait te scorer plus de points. En tout cas, bref. Mais le jeu en tant que tel, le truc de la planète est vraiment le fun. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai rien à dire par rapport à ça. Un autre jeu que j'ai joué avec Sylvain et JP, Raccoon Tycoon. Raccoon Tycoon est un jeu d'enchères mélangé avec gestion de ressources. Et je suis pas un grand fan, je pense, de Glenn Drover. Je trouve que ces jeux, des fois, ils utilisent des mécaniques simples qui sont efficaces, oui, qui sont bien intelligentes, mais il n'y a pas de punch, il n'y a rien de punché, de wow, que tu fais comme, ok, ça sort de l'ordinaire ou ça te fait vivre de quoi. J'avais l'impression que j'étais un peu lay-back, tu sais, j'étais à côté dans ma chaise, puis bon, je faisais l'affaire qui me semblait le plus logique à ce moment-là, puis je veux dire, j'avais pas vraiment d'intérêt plus que ça, mais tu sais, le monde autour de la table faisait en sorte qu'on avait du fun quand même. Mais le jeu en question, j'ai pas été tant émerveillé devant ça. J'ai trouvé que c'était un jeu de layback, tu sais, que tu regardes puis tu fais comme bon, ben je vais faire ça, tu sais. Puis j'avais l'impression à la limite que je pouvais regarder mon téléphone cellulaire pendant le tour des autres. S'il y avait une enchère, je regardais qu'est-ce que c'était. Bon, ça m'intéresse pas, parfait, merci, bonsoir. Ça m'intéresse, bon, je regarde mon cash. Ah, j'en ai-tu assez? Ouais, ok, je vais participer. Sinon, ben, je passe mon tour, puis c'est pas plus grave que ça. Il y avait rien d'engageant, je trouve, dans le jeu. Mais encore là, c'est peut-être juste moi, mais en même temps, je trouvais qu'il manquait de punch, il manquait de quelque chose là-dedans. Un autre jeu que j'avais vraiment envie d'essayer avec Raph, qu'il venait de recevoir, c'est Res Arcana de Tom Lehman. La raison pour laquelle je voulais l'essayer, c'est pas tant à cause de la thématique, parce qu'on s'entend, c'est un mage contre mage, on récupère des ressources, on fait des potions, il n'y a rien de très renouvelé au niveau thématique, mais simplement parce que c'est Tom Lehman qui est derrière Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy, New Frontiers, Jump Drive, tout plein de jeux d'engine building qui sont super intéressants. Donc quand on a cette signature-là sur une boîte, moi ça me donne envie d'essayer le jeu parce que j'apprécie beaucoup son thinking, sa manière de présenter les jeux. Et Res Arcana était super le fun jusqu'à la fin de la deuxième partie. On a fait 2 parties en ligne. Puis ben, j'aurais l'impression que je pourrais juste ne plus y jouer, je serais entièrement satisfait parce que malheureusement, c'est un jeu qui pour moi propose une structure intéressante, mais au final, je vais juste. C'est comme si j'étais dans un labyrinthe, puis il y avait plusieurs manières de pouvoir sortir du labyrinthe, mais qu'au final, au lieu de prendre une sortie à gauche, ben je prendrais la sortie à droite. Et ce serait aussi simple que ça, tu sais. Et au final, ça ne change pas grand-chose de partie en partie. On va juste changer la couleur de ressources que l'on va utiliser ou la manière d'aller en récupérer sans plus ni moins. Bref, j'ai pas senti qu'il y avait beaucoup de subtilité dans le jeu. C'est très, très bien ficelé mécaniquement parlant. C'est très, très bien fait. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était redondant. Ça semblait devenir redondant à la limite. Ça se peut que je n'avais pas vu certaines subtilités, ça se peut que je n'avais pas été conscient de certains trucs qui changeaient énormément la partie. Mais au final, ça se peut que j'aille tort. Puis au final, ça ne me dérange pas d'avoir tort parce que ça n'a pas été un jeu qui est venu me chercher immédiatement, malheureusement. J'ai eu l'opportunité de ressortir Root ce mois-ci. Et je vais être honnête, ce jeu-là, j'aime pas ça nécessairement dire ah, dans ma partie j'ai gagné ou dans ma partie j'ai failli gagner, j'ai fait des points pour telle affaire. Mais dans Root, on dirait que c'est incorporé dans l'histoire, ça fait partie intégrante de ce qui s'est passé. Et tout ça fait en sorte qu'on a envie de partager nos histoires. Et moi, j'ai le goût d'entendre les gens me dire hey, j'ai fait une partie de Root, c'est passé telle affaire. Ah ouais, parce qu'il y a comme de quoi à raconter qui est intéressant dans ce jeu-là. Et ma partie m'a fait réaliser à quel point que j'ai donc bien envie de sortir Vast. J'ai envie de ressortir Vast malgré que ce soit un monstre à expliquer. J'ai le goût de sortir, que je l'explique, qu'on essaye les rôles, qu'on fasse une game une à la suite de l'autre, qu'on fasse vraiment 4-5 games de Vast pour avoir un bon feeling de chacun des rôles. Mais surtout, ce que j'ai réalisé, c'est que dans Root,
faut que tu sois conscient de tous les détails qui vont être conséquents à ce que les autres joueurs vont faire contre toi. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, mettons, je suis là, puis je veux jouer, mettons, les marquis de chat, puis je m'en vais à tel endroit sur le plateau. Eh bien, finalement, les Eries, ben, ils vont venir là, puis ils vont me détruire mes personnages, mais j'étais capable de le voir, puis j'aurais donc dû le considérer, j'aurais donc dû voir que, tu sais, il allait faire ça. Mais là, j'ai pas pensé, parce que là, j'ai regardé qu'est-ce que le Vagabond allait faire, j'ai regardé qu'est-ce que le Woodland Alliance allait faire aussi, parce que je voulais les empêcher, mais là, j'ai oublié que le Eries pouvait me... Bref, il y a comme plein de petits détails comme ça qui font en sorte que dans Vast, il y a comme une simplicité qui est présente. J'ai juste besoin de savoir c'est quoi le but des autres joueurs, puis j'ai juste besoin de voir, OK, est-ce qu'ils sont proches d'atteindre ce but-là? C'est qui est le plus près d'atteindre ça? Et si oui, ben à ce moment-là, on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher d'arriver à sa victoire. Et c'est ça que j'ai trouvé peut-être le fun de Vast, malgré que ce soit difficile à expliquer. Il est vraiment simple à comprendre. Le dragon doit sortir de la caverne. Est-ce qu'il est proche d'atteindre ce but-là? Oui, alors on va le ralentir, on va faire des coups contre lui. Bien plus tard, ça se peut qu'on les fasse contre moi. Alors que dans Root, ben des fois, c'est comme tu es tellement submergé par plein de petits détails que tu es obligé de jouer un coup. Puis là, tu fais avoir su, j'aurais pas fait ça, j'aurais considéré ça, etc., etc. Donc, est-ce que je préfère Root à Vast? Que je le sais pas parce qu'il faudrait que je rejoue à Vast. Mais encore là, est-ce que j'ai juste le droit d'apprécier les deux jeux? Je pense que oui. Je pense pas que les deux jeux font dans le fond ils font doublon dans une bibliothèque. Mais je pense quand même que les deux ont leurs forces et leurs faiblesses. Mais somme toute, tu me dis, on joue ça à Root, je te dirais oui. On joue ça à Vast, je te dirais oui. J'aurais même pas de faire, peut-être que j'aimerais mieux jouer à tel. Non, non, non. Tu me sors un ou l'autre, j'aurais vraiment du fun. Particulièrement avec du monde qui ont déjà joué, parce que les deux, somme toute, sont difficiles à expliquer, puis bon, c'est un petit peu long. Bref, j'ai envie de rejouer à ces deux jeux-là parce que l'histoire qui est incorporée dans le jeu est extraordinaire. Ça, c'est sûr, certain à 100%. Raph et moi, on a essayé de Quest for Eldorado de M. Knizia, un jeu que M. Knizia sort complètement de son carcan de jeu abstrait et il nous propose un jeu un peu plus thématique dans une course effrénée pour arriver au temple d'Or. Bref, dans un temple dans Eldorado. Et tu vas faire un deck de cartes, tu vas construire ton deck pour être capable de t'en aller dans la forêt, dans les déserts, dans de l'eau. Bref, il y a énormément de différents trucs qui vont se présenter, différentes opportunités. Et surtout, comment est-ce que tu vas te déplacer dans la jungle, dans cette course-là, va te permettre de vraiment avoir une diversité dans le jeu. Surtout qu'on peut construire, on peut changer la course qui est présentée au départ. Et ça fait en sorte qu'on va avoir un feeling de jeu qui est carrément différent. Et surtout, on a une panoplie de cartes qui sont disponibles. Donc, ça se peut qu'une certaine partie, on utilise davantage ces cartes-là, alors que dans une autre, on va utiliser ces autres cartes. Ça reste que le plus que tu piges dans un deck building, le mieux c'est. Et je pense que là, présentement, c'est encore plus lieu d'être quand ton but, c'est d'avoir le plus de cartes possible. Et toutes ces cartes-là vont te permettre d'avancer le plus rapidement possible dans ton chemin vers la victoire. Mais quand même, il y a de quoi d'intéressant et je comprends pourquoi est-ce que ce jeu-là a été nominé dans le Spiel des CRS. C'est que c'est vraiment un jeu familial, facile d'approche, mais qui a vraiment, vraiment beaucoup de profondeur, beaucoup de rejouabilité, une belle variété au niveau des choix que les joueurs peuvent faire pendant leur tour. Donc, c'est un superbe jeu. Encore une fois, c'est pas le genre de jeu que j'achèterais, que je me procurerais tout de suite, mais en même temps, c'est bien correct. Il y a des gens qui vont l'apprécier et qui vont vouloir le rejouer, puis ça, je le reconnais facilement. J'ai eu l'opportunité de m'asseoir et de pouvoir jouer à Tsukuyumi, un jeu qui présentement est sur Kickstarter par King Raccoon Games et Grey Fox Games. C'est un jeu de contrôle de territoire un peu à la Scythe, mais qui offre vraiment une méga grosse diversité au niveau des factions que l'on va jouer. Parce que chaque faction est différente, chaque faction se joue carrément de façon asymétrique.
énormément de lecture, non seulement au niveau de ce qui implique, ce qui est impliqué dans ta race, mais aussi au niveau du jeu, parce que tu as beaucoup de choses, des calculs à faire selon où est-ce que tu veux te déplacer, comment est-ce que les autres joueurs jouent, mais au-delà de ça, comment est-ce que la structure s'installe devant toi par rapport à l'acquisition de nouveaux territoires. C'est vraiment un jeu épique, c'est vraiment un jeu qui est le fun. Mais c'est pas le genre de jeu que j'ai l'impression que je sortirais à plusieurs reprises. Pas parce que j'aime pas le jeu, bien au contraire, c'est juste parce que c'est le genre de jeu que tu as besoin d'avoir un groupe de joueurs steady. Expliquer ce jeu-là, c'est très fastidieux. C'est difficile aussi à s'asseoir et à comprendre l'ensemble des règles, mais au-delà de ça, tu joues au jeu et là, il faut que tu t'adaptes non seulement au système de jeu, mais en plus à ta faction qui est très, 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 comme j'ai dit une fois, asymétrique, qui est très particulière. Donc là, il y a beaucoup de choses à considérer. Donc, je rejouerais fréquemment avec les mêmes joueurs, le même groupe, pour être capable de ne pas avoir à réexpliquer les règles, mais au-delà de ça, que chacun des joueurs puisse connaître un petit peu de fond en comble chacune des races et puisse faire « Ok, là c'est le temps d'attaquer ce joueur-là parce que ce joueur-là est vraiment en avance, puis s'il arrive telle situation, il risque de gagner. » Donc, c'est vraiment un jeu qui, selon moi, mérite d'être joué, mérite d'être essayé, particulièrement si vous cherchez un jeu de contrôle de territoire avec une rejouabilité énorme, beaucoup de profondeur et surtout avec un côté très euro, gestion de ressources à long terme, mais qui te demande de t'adapter à ce que les autres joueurs font. Un super bon jeu pour vrai. Je recommande ça 100%, mais c'est pas fait pour tout le monde, ça c'est sûr et certain. Et finalement, chez Sylvain, en compagnie de JP, on a joué à Xia. Xia, vraiment un très bon jeu. Superbe jeu à plusieurs égards. J'avais des questionnements par rapport à la manière de gagner. Est-ce que vraiment il y a différentes... Est-ce que tous les chemins mènent à Rome? Est-ce que vraiment on peut gagner de toutes les différentes manières? Et oui, j'ai joué un pirate de l'espace qui n'avait aucune pitié envers les vaisseaux qui étaient endommagés. Je les détruisais, je gagnais des points, je gagnais de la gloire. Et surtout, bon, j'avais pas peur de me faire rentrer dedans, de parfois avoir des dommages, quoi que ce soit, parce qu'après ça, je retournais, j'allais casser la gueule aux autres. Vraiment, là, un superbe jeu qui te raconte une histoire. C'est pas fait pour tout le monde, encore une fois, parce que malheureusement, ben écoute, tu te lances, puis t'as l'impression que t'avances pas, t'as l'impression que tes affaires, ça sent, il n'y a pas d'engrenage qui fit ou quoi que ce soit, puis à la fin de la partie, tu fais « Ah, finalement, c'est pas si pire, comme JP a expliqué. » Mais encore une fois, il faut que tu embarques davantage dans le côté thématique de la chose, plus que dans le côté mécanique, parce que au niveau mécanique, il y a énormément de petits flaws, hein? Des petits détails à retenir, des petites choses. C'est pas parfait comme jeu, mais c'est parfait au niveau de la thématique puis de l'histoire. Space Opera, vraiment, on se raconte une histoire, puis on se lance là-dedans, puis on a du plaisir. Ça, c'est sûr, certain à 100%. Et je pense que JP a eu du fun, somme toute. Puis c'est un peu ça aussi, c'est que JP, là, il n'est pas resté indifférent à son expérience de jeu. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est quand un jeu ne me laisse pas indifférent, que je fais pas juste comme « Ah, ok, tu sais, on va passer à un autre. » Non, ok, là, il m'a fâché, ou au contraire, il m'a permis de tomber en amour avec celui-ci. Et c'est ce qui conclut la portion de jeux joués dans le mois de mars 2019. Maintenant, je veux vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe présentement. En fait, ça va faire, si vous avez remarqué, je n'ai pas le même espace de filmage, de montage, bref, de production qu'à l'habitude, pour la simple et bonne raison que ça fait quelques mois que je suis à l'extérieur de chez moi parce qu'on a eu à faire des rénovations majeures chez nous. Je ne raconterai pas de détails par rapport à ça parce que c'est quand même touché comme situation, mais ça a fait en sorte qu'on a dû se déplacer d'endroit en endroit. Donc, on a loué des Airbnb, on a été un peu chez de la famille, mais vraiment pas beaucoup, parce que c'est difficile d'aller chez de la famille quand ta famille habite à Rimouski. Mais somme toute, on a dû se déplacer d'un endroit à un autre, moi et ma femme, puis je dois avouer que ça a été c'est très difficile. Et là, c'est la raison pour laquelle il n'y a aucun jeu derrière moi, c'est que tous mes jeux sont dans des boîtes, parce que je ne veux pas que mes jeux prennent de la poussière et je ne veux pas que mes jeux s'abîment, parce que ça vaut quand même cher, ces petites boîtes de carton-là.
Donc, c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de difficultés. Je tiens énormément à m'excuser. Je suis entièrement désolé du manque de rigueur, du manque comment je peux dire, du manque de rythme que j'ai eu par rapport à la sortie de différentes vidéos. J'ai pas eu le temps de faire ma série BGG parce qu'il faut trouver un contexte, il faut trouver un endroit approprié, propice à ce qu'on puisse être capable de pouvoir filmer, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout quand on n'est pas chez soi. Donc, il y a eu énormément de trucs comme ça qui m'ont empêché d'être régulier et récurrent avec la chaîne et je m'en excuse énormément pour vous. Et j'espère être capable de terminer cette situation un peu alambiquée. Je dis, tu sais, alambiquée, ouais, une grosse situation là, à vivre. J'espère que ça va se terminer bientôt pour être capable de rentrer chez moi et de retourner dans ma routine quotidienne. Sinon, pour le mois d'avril, ce que j'espère faire, tout d'abord, c'est continuer la série sur Board Game Geek parce que je pense que ça a été quelque chose qui était grandement apprécié. Faire une autre critique surprise, faire ce que je voulais faire par rapport à Agricola et Caverna. Commencer aussi les pourquoi je n'aime pas. Parce que pour moi, c'est important. J'ai énormément des goûts, je le sais, particuliers. Il y a énormément de jeux que tout le monde aime, que je n'apprécie pas. Et j'ai envie que les gens comprennent pourquoi. Parce que je pense pas juste être un hater pour être un hater. Je pense que c'est important de se dire, OK, pourquoi est-ce que j'aime pas tel jeu? Puis d'être capable de le mettre en mots, puis de le vulgariser. Puis au-delà de ça, que je vous explique pourquoi. Qui d'ailleurs, ça va vous donner un bon indicateur de qu'est-ce que j'aime comme jeu. Et si ce que je dis fait du sens pour vous, ben probablement que mon opinion va valoir la peine d'être écoutée à différents égards. Et encore là, si vous êtes en désaccord avec moi, ben ça devient intéressant parce qu'on rentre en dialogue. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est vraiment d'être capable de rentrer dans cette dynamique-là, de discuter de nos goûts, puis de discuter de différentes choses. Puis d'ailleurs, c'est drôle que je parle de ça parce que souvent dans le monde du jeu, on arrive, il faut qu'on joue à un jeu. Et ça m'est arrivé, je pense, 2-3 fois ce mois-ci, que je me présente chez un ami, qu'on est censé jouer à des jeux, puis finalement, on fait juste discuter de la vie, puis de tout, puis de rien. On se met à se raconter nos histoires personnelles, qu'est-ce qui se passe dans nos vies. On se met à philosopher, à discuter, puis finalement, on se rend compte que ça fait 2-3 heures qu'on n'a pas sorti de jeu. Puis j'aime ça, ce côté-là du jeu de société. Et je pense que d'entrer en dialogue, puis d'expliquer clairement pourquoi j'aime pas tel jeu, va nous permettre de pouvoir rentrer dans ce genre de discussion-là. Puis c'est correct. C'est correct de ne pas aimer tout, c'est correct de tout aimer aussi. Bref, les opinions sont valables les unes que les autres. Il faut juste être capable, je pense, des fois, de les exprimer de façon claire, nette et précise. Alors, c'est ce qui fait le tour de ce qui s'est passé pour moi dans le mois de mars, tant au niveau ludique qu'au niveau non ludique. N'oublie pas de nous suivre sur Instagram, de liker notre page Facebook et t'abonner à notre chaîne. Ça va nous faire plaisir de répondre aux commentaires qui seront sous cette vidéo-là. Va voir aussi les différentes vidéos qu'on a faites sur les différents jeux que j'ai parlé. On a énormément de fun à vous parler, à jaser avec vous. Bref, je pourrais parler pendant des heures, mais je ne veux pas parler pendant des heures. Je veux que vous partagiez ce que vous pensez de tout ça en général. Alors voilà, sur ce, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage! 1, 2